Bonjour, partie 4, section 4 du document sur les fonctions. La fonction partie entière, qui est une fonction en escalier. Vous avez vu en CST la fonction en escalier, mais vous l'avez vu juste du point de vue graphique, en fait. Donc, vous n'avez pas vu comment on écrivait l'équation et les paramètres, ce qu'il venait faire dans cette équation-là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, on va redéfinir la partie entière d'un nombre, premièrement, de manière algébrique. Donc, c'est la partie A qui est là. La partie entière d'un nombre, on la note premièrement, le nombre entre crochets. Donc là, x ici, par exemple, mais n'importe quel nombre entre crochets. Et ça correspond toujours à l'entier qui est inférieur ou égal au nombre qui est entre crochets. Donc, on fait juste enlever la partie décimale, puis on considère l'entier inférieur. Fait que, par exemple, la partie... En fait, je m'excuse, c'est un très mauvais truc de vous dire d'enlever la partie décimale, parce que dans les négatifs, ça ne fonctionnera plus. C'est vraiment qu'on va à l'entier en dessous. Donc 3,4, c'est quoi l'entier le plus proche en descendant? Ben, c'est 3. Donc la partie entière de 3,4, c'est 3. 108,99, c'est quoi l'entier le plus proche en dessous de 108,99? Ben, c'est 108. Même si c'est 0,99 puis que je suis super proche de 109, la partie entière, ça va être 108. C'est toujours l'entier inférieur ou égal. Inférieur à 0,5, ben, le plus proche, c'est 0. Inférieur à 9, ben lui, c'est déjà un entier. Quand c'est déjà un entier, on ne le change pas. Il reste pareil. Moins 5,1, ben en dessous de moins 5,1, c'est moins 6. Vous voyez, dans les négatifs, c'est autre chose. Si j'avais ma droite numérique, là, dans le fond, c'est toujours l'entier à gauche d'où je me trouve. Fait que si j'ai 0 ici, ben j'ai moins 5 ici, j'ai moins 6 ici, moins 5,1, ce serait là. Fait que je m'en vais à gauche au prochain. J'ai déjà dépassé le moins 5, je peux pas y aller. Je m'en vais toujours au prochain à gauche sur ma droite numérique, si vous voulez le visualiser comme ça. Et moins 0,83 finalement, ben ça va être moins 1, parce que j'ai déjà traversé le 0. Le plus proche à gauche, c'est moins 1. Donc c'est comme ça qu'on calcule des parties entières. Ce qui fait qu'on peut résoudre maintenant une équation contenant une partie entière. Avant de commencer ça, je vais juste vous faire une petite remarque dans le fond. C'est qu'on a un intervalle de nombres possibles qui donne un certain entier. Je vais juste revenir ici, mettons au 108, OK? Là, c'était 108,99, ça donne 108. Mais 108,4, la partie entière de ça, c'est encore 108. Puis 108, oups, je l'ai mal écrit, 108,01, la partie entière, c'est encore 108. OK? Donc, des nombres dont la partie entière, c'est 108, j'en ai plein. En fait, j'ai tous les nombres. Les nombres pour lesquels la partie entière est 108, là, c'est tous les nombres qui sont entre 108 et 109, mais pas 109. Comme ça. C'est tous les nombres entre 108 et 109 qui peuvent être des candidats pour la partie entière de ce nombre-là donne 108. Vous comprenez? Tu sais, normalement, avec les fonctions avec lesquelles on travaille, si je vous dis le double d'un nombre, c'est 8, ben, il y a juste une réponse. C'est juste 4 que si je le double, ça donne 8. Mais pour la partie entière, il y a plus qu'une réponse. Parce que des nombres qui, quand je prends la partie entière, donnent 108, comme on vient de voir, il y en a plein. Il y en a une infinité, en fait. Tout ce qui est entre 108 et 109. Juste pas 109. Là. Il est exclu le 109, mais 108,81, 108,6, 108,54, 108,325. Tous ces nombres-là, quand je prends la partie entière, ça donne 108. Ce qui fait que quand on va résoudre une équation partie entière, ben notre réponse, ce ne sera pas une seule réponse. Ça va être un intervalle. Ça va être toutes les valeurs de x contenues dans cet intervalle-là. Pour répondre à ce que je viens d'illustrer ici, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs nombres dont la partie entière donne la même affaire. Fait que si je viens ici maintenant finalement résoudre des équations, la première étape, c'est bien simple, je vais isoler ma partie entière, comme si je la considérais comme le x au complet finalement. Donc là, j'ai le x2 en avant, ben je vais venir diviser par 2 de chaque côté pour me débarrasser du x2. Ce qui va me rester, c'est partie entière de 4x qui est égale à 40. OK? Et là, je vais séparer parce que j'ai une partie entière. En fait, j'ai partie entière de quelque chose, peu importe ce qui est écrit dans ma partie entière, même s'il y avait une opération x plus 2, x moins 4, peu importe. Ma partie entière donne 40,
Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que la valeur de ce qui est dans ma partie entière, c'est nécessairement entre 40 et 41. Ça veut donc dire que mon 4x, qui est dans ma partie entière, ben, il peut être au plus petit égal à 40, puis au maximum, il peut être égal à 41. OK? Par le principe que j'ai expliqué avant avec le 108. Dans le fond, ma valeur de mon 4x, ce que ça vaut en chiffre, en nombre, 4x, c'est sûr que c'est entre 40 et 41. Parce que quand je prends la partie entière, ça me donne 40. Si c'était 43, par exemple, la partie entière me donnerait 43. OK? Donc, le fait que la partie entière de quelque chose soit 40, ça veut dire que le quelque chose est nécessairement entre 40 et 41. Pas 41. Le 41 est exclu. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis de ou égal avec mon symbole. Mais ça veut dire que ma valeur est entre 40 et 41. Et là, dans une inéquation comme ça, il y a 3 termes, mais c'est le même concept qu'une équation à 2 termes. C'est-à-dire que si je fais une opération quelque part, je peux la faire partout. Fait que là, ici, par exemple, je pourrais diviser par 4, mais il faut que je divise mes 3 termes par 4 pour avoir juste x. Et là, ce que j'aurais, c'est 10, plus petit ou égal à x, plus petit que, et là, 41 quart. Si je divise 41 par 4, ça donne 10,25. Si vous le mettez en nombre à virgule, vous pouvez le laisser en quart aussi. Mais bref, donc ma valeur de x est entre 10 et 10,25. Donc, j'ai résolu mon équation. Je sais que, et on pourrait écrire ça autrement, on pourrait dire que x est compris dans l'intervalle 10, 10,25. Exclu. C'est important. OK, donc je pourrais l'écrire comme ça aussi. Donc, ces deux façons-là d'écrire la réponse, c'est bon. Il n'y a pas de problème, une ou l'autre. Donc, la valeur de mon x que je cherchais est compris entre 10 et 10,25. Donc, première étape, j'isole ma partie entière au complet. Deuxième étape, je réécris mon équation comme une inéquation parce que ça veut dire que ma partie entière est inclue entre le nombre que me donne ma partie entière et le nombre suivant. C'est toujours le cas, dans le fond. Puis ensuite, je peux résoudre en faisant la même opération partout pour me ramener à x. Parce que là, j'avais 4x, donc je divise par 4 pour me ramener à x. Si j'avais eu une demi-x, j'aurais multiplié par 2 partout pour me ramener à x. Ça va d'ailleurs être le prochain exemple, etc. Alors, on va faire l'autre exemple. Dans cet exemple-ci, j'ai 4 multiplié par partie entière de 1 demi-x est égal à 16. La première chose que je fais, c'est que je divise par 4 partout, parce que je veux isoler ma partie entière. J'ai donc partie entière de 0,5x qui est égal à 4, parce que 16 divisé par 4, ça donne 4. Et là, je peux faire comme j'ai fait tantôt. Si ma partie entière donne 4, ça veut dire que ma valeur de 0,5x, elle est comprise entre 4 et 5. 0,5x, c'est nécessairement entre 4 et 5. Parce que ma partie entière me donne 4. Donc, c'est 4, quelque chose. Et là, je peux diviser par 0,5 partout ou multiplier par 2 partout, c'est la même chose. Mais là, mettons que je divise par 0,5 partout. Ben, je vais obtenir ici 8, x et 10. Donc, ma solution, c'est que x est compris entre 8 et 10. J'imagine que ça commence à se clarifier, comment on résout des parties entières. Donc, ça fait intervenir des inéquations parce que la partie entière fait intervenir des intervalles. Il y a plusieurs valeurs qui donnent la même partie entière. Le même entier, en fait, en partie entière. Dernier exemple, on fait encore une fois la même chose. Donc, première chose que je me débarrasse, c'est ce qui est devant. Donc, je multiplie par 0,4. Je divise, par 0,4. Puis là, 8 divisé par 0,4. 8 divisé par 0,4, ça donne 20. Donc, ici, j'ai x sur 5 en partie entière qui est égal à 20. Et je sépare ma partie entière. Si x sur 5 en partie entière donne 20, ça veut dire que mon x sur 5 est compris entre 20 et 21. Pas le choix. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est x 5 partout. Donc, mon x est compris entre 100 et 105. Donc, ma solution, c'est que x est dans l'intervalle 100, 105. OK, donc maintenant, on est capable de résoudre des équations qui font intervenir la partie entière.
Et là, toutes ces équations-là faisaient référence à la règle, dans le fond, d'une fonction partie entière. Donc, avec les paramètres, comme on voit pour chacune des fonctions depuis le début du chapitre, les paramètres de la fonction partie entière, c'est a et b. Donc, la fonction partie entière f de x est égale à a partie entière de bx. C'est ça la forme de base. Et a correspond à la distance entre les marches. Et 1 sur b correspond à la longueur d'une marche. Ce qu'on veut dire par la distance entre les marches et la longueur d'une marche, là, dans le fond, ça ici, c'est la distance entre les marches. OK? Donc, la hauteur des marches, finalement. Puis, ça ici, c'est la longueur d'une marche. Donc, la distance entre deux points de cette fonction-là. Vous savez déjà que la fonction, c'est point vide, point plein d'un côté ou de l'autre. C'est pour représenter les intervalles dont on parlait tantôt, dans le fond. Tantôt, on avait un crochet fermé, un crochet ouvert. Mais donc, il y a un point plein d'un côté puis un point vide de l'autre, nécessairement. OK, c'est en lien. Donc, ici, notre fonction partie entière, les deux paramètres. Puis pourquoi on met des valeurs absolues, là, les petites barres de chaque côté, c'est que le signe n'est pas important, dans le fond. Si A, c'est moins 2 ou 2, ça veut dire la même chose. C'est une distance de 2 entre les marches. Ce que les signes vont changer, dans le fond, c'est l'orientation de la partie entière. Est-ce que mes marches descendent ou est-ce qu'elles montent? Et est-ce que mon point vide est à gauche ou est-ce qu'il est à droite dans mes marches? Donc ça, c'est les signes qui vont nous dire ces choses-là. Mais que B soit 8 ou moins 8, ça va donner la même longueur de marche. Dans le fond, ici, ça ne changera rien. Puis que A soit 12 ou moins 12, ça va donner la même distance entre les marches. Ça va donner une distance de 12. Ce que ça va changer les signes, c'est la combinaison des signes de A et B va nous dire si le graphique de la fonction monte, descend, puis si les points sont à gauche ou à droite, les points vides. Alors, vous avez un tableau ici résumé de ces paramètres-là. Donc, vous pouvez remarquer dans le fond pour le B, là, ici et là, c'est B positif. Mais quand B est positif, le point vide est à droite. OK? Regardez les marches, là. Même si ça monte ici et ça descend ici, mon point vide est du côté droit de la marche. Alors que quand B est négatif, mon point vide est du côté gauche de la marche. OK? Alors ça, c'est une constante. Vous pouvez savoir que si B est positif, ce que vous avez, c'est un point... Vous avez des marches qui ressemblent à ça. OK? Point vide, point plein d'un côté, point vide de l'autre bord. Alors que si B est négatif, vous avez des marches qui ressemblent plutôt à ça. Avec le point plein qui est à droite. OK? Et ça, c'est toujours vrai. Donc, vous pouvez regarder votre B pour savoir de quel côté tracer votre... Parce qu'on pourrait vous demander de tracer cette fonction-là, par exemple. Pour le A maintenant, ben, le A en tant que tel fait rien tout seul parce qu'on ne remarque pas de constante. Dans le fond, regardez, ici A est positif, puis ici A est positif, puis pourtant là, elle monte, puis là, elle descend. Puis ici A est négatif, puis A est négatif, puis elle monte, puis elle descend. Fait que pourquoi quand A est positif, elle monte des fois, puis elle descend des fois? Dans le fond, là, A tout seul, il nous dit rien. Il nous dit quelque chose en combinaison avec B. Alors, B tout seul, lui, il nous dit quelque chose. Il nous dit la position du point plein sur la marche. Mais A, en conjonction avec B, si on les combine ensemble, il nous dit quelque chose. Dans le fond, si A et B ont le même signe, donc regardez ici, A et B sont positifs ou A et B sont négatifs, si les deux ont le même signe, je m'excuse, je n'ai pas en sorti la bonne section, A et B sont négatifs, c'est là. OK, donc si les deux ont le même signe, la fonction monte. Si les deux n'ont pas le même signe, le graphique descend. OK? Alors, c'est ça qu'il faut retenir. A et B de même signe, ça monte. A et B de signe différent, ça descend. B de signe positif, mon point vide est à droite. B de signe négatif, mon point vide est à gauche. Donc ça, vous allez vous habituer avec ça. Pour l'instant, vous vous référez aux notes pour faire « Ah, c'était quoi donc? » Mais après ça, vous allez finir par vous habituer de ce que font les deux paramètres. Et à partir de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour tracer le graphique si je vous donnais une équation. On fera ça plus tard. Donc, premièrement, étude des propriétés. Le domaine d'une fonction en escalier, normalement, c'est les réels. OK? Parce que c'est défini pour tous les points. Là. Dans le fond, c'est juste que je fais des bonds soudains à certains endroits, mais c'est défini sur les réels. La variation, ça, c'est bizarre. La variation d'une fonction en escalier. De manière générale, la fonction, elle est soit croissante, soit décroissante. Mais si on l'étudie localement, c'est-à-dire qu'on regarde chaque marche, c'est jamais croissant, décroissant. Les bons sont juste d'un coup. C'est toujours constant, finalement. La fonction est constante tout le temps. Je ne passerai pas
je vais vous demander même de ne pas passer trop de temps là-dessus, puis on ne fera pas d'évaluation là-dessus à la fin sur la variation, parce que c'est weird dans cette fonction-là, mais sachez que il y a une variation globale, quand on regarde la fonction globalement, puis il y a des variations quand on regarde la fonction localement, donc à certains endroits, puis c'est pas la même affaire, fait que c'est bizarre. On va skipper ça. L'image d'une fonction en escalier, c'est des paliers. La fonction de base, là, f de x est égale à la partie entière de x. L'image, ce serait les entiers. Ce serait z. Parce que dans le fond, l'image, ce serait 0, 1, 2, 3, 4, 5, et rien entre les deux. Si vous regardez les marches, il n'y a rien entre 0 et 1. Il y a quelque chose à 0, il y a quelque chose à 1, il y a quelque chose à 2, mais il n'y a rien entre. Donc, c'est toujours un sous-ensemble de z, là. Ça pourrait être des bons de 3. Dans ce cas-là, on aurait 0, 3, 6, 9, 10, 9, 12. Ça pourrait être des bons de 6. Dans ce cas-là, on aurait 0, 6, 12, 18, 24, etc. Mais c'est toujours un sous-ensemble des entiers, finalement. L'abscisse à l'origine, ben, l'abscisse à l'origine, c'est les zéros. Il peut y en avoir plusieurs, puis ça va toujours être un intervalle. Dans la fonction de base, c'est l'intervalle 0, 1. Parce que c'est ici que je croise l'axe des x. L'ordonnée à l'origine, encore une, là, il va en avoir juste un. L'ordonnée à l'origine. Puis, dans le cas qui nous intéresse en TS, puisqu'on ne la change pas de place, c'est toujours 0. OK? Alors que l'abscisse à l'origine, ça pourrait être de moins 1 à 0 aussi, dépendant des signes. OK? Dépendant des signes, c'est une des deux marches. Regardez ici, dans le fond, soit que je suis de moins 1 à 0, soit que je suis de 0 à moins 1. Puis les crochets pourraient changer de place aussi, dépendant de mes paramètres A et B. Là. Fait que dépendant de ce qui arrive. Des extrémums, il n'y en a pas. Il n'y a pas de max, il n'y a pas de min. Et le signe, bon, la fonction est positive de 0 à l'infini, puis négative de moins l'infini à 0. Ça, c'est la fonction de base. Oups, beau signe d'infini. De moins l'infini, de moins l'infini à 0. Mais ça pourrait changer dépendant de la position, encore une fois, de la marche de départ à ajuster. Donc, ça ressemble à ça. Et là, on vous donne un exemple. On vous dit, dans le cadre d'un nouveau programme de récompense, une épicerie offre des times qui permet d'obtenir des réductions significatives. Et là, on a un tableau du montant des achats puis le nombre de times que ça donne, dans le fond. Fait qu'on demande à l'aide du graphique de déterminer les montants possibles de l'achat si un client a reçu 48 timbres. Donc, premièrement, on va essayer de trouver la règle. Et là, je vous ai tantôt la règle A et B nous donne des informations là-dessus. Dans le fond, nous donne tout ce qu'on a besoin en A et B. Donc, A et B, ici, ben notre A, on disait que c'était la hauteur entre les marches. Alors, si ici, je suis à 3, puis je monte à 6 après, ben, j'ai donc un écart de 3 entre les marches. Donc, ma valeur de A, ça va être 3. Et ma largeur des marches, ben, je vais de 0 à 10 ici, par exemple. Ça, c'est 10 de large. Donc, ma valeur de B, ça va être l'inverse, 1 sur 10. OK? Parce que c'était 1 sur B qui donnait la largeur des marches. Donc, 1 sur marche va donner B. C'est l'inverse, un de l'autre. Je ne sais toujours pas les signes de ces deux nombres-là, mais je peux les trouver en regardant le graphique. Premièrement, je peux trouver le signe de B. Parce qu'on disait que B, son signe me disait si le point vide est à droite, B est positif. Si le point vide est à gauche, B est négatif. Là, le point vide est à gauche. Donc, B est négatif. Fait que mon B, finalement, c'est moins 1 dixième. OK? J'ai réglé ça. Puis mon A, ben, l'autre chose qu'on pouvait regarder, c'est si A et B ont le même signe, ça monte. Puis s'ils n'ont pas le même signe, ça descend. Mais là, comme ça monte, il faut que A et B aient le même signe. Si B est à moins 1 dixième, ben A va être négatif aussi, puisque ça monte. OK? Donc maintenant, je peux écrire ma règle, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Ma règle, c'est f de x est égal à A fois partie entière de bx. Donc moins 1 dixième fois x. Et ça, c'est la règle de ma situation. Et maintenant, je veux résoudre pour y où f de x est égal à 48 parce que je cherche pour 48 timbres. Donc, je fais 48 est égal à moins 3 fois partie entière de moins 1 dixième x. Et là, comme on a fait aux exemples précédemment, je peux isoler ça facilement. Je divise par moins 3 de chaque côté, premièrement. Ici, ça me donne moins 16 qui est égal à partie entière de moins 1 dixième x. Et là, je peux séparer ma partie entière. Là, j'ai écrit gros un petit peu. Fait que
moins 16, moins 1 dixième x. J'ai moins 16 qui est égal à partie entière de moins 1 dixième x. Et là, je le sais que dans le fond, ça veut dire que mon moins 1 dixième x se situe entre moins 16 et moins 15. OK? Donc, moins 16, moins 15, comme ça. Pour que ma partie entière soit moins 16, il faut que j'ai dépassé moins 15. Là, vous savez, dans les négatifs, c'est à l'envers. Et là, tout ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est de diviser par moins 1 dixième partout pour me débarrasser, ou multiplier par moins 10, c'est la même chose. Donc, ici, j'aurai 160, qui est plus petit ou égal à x, qui est plus petit à 150. Donc, mon x doit se trouver entre 160 et 150. Là, vous remarquez que celle-là est plus grande que celle-là. Fait que je pourrais le réécrire dans l'autre sens. Je pourrais réécrire ça comme ça. Je fais n'importe quoi, je m'excuse, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ici, je divisais par un négatif. Puis là, vous savez tous, comme moi, qui avez oublié, que quand on divise par un négatif dans une inéquation, ça change les signes de bord. Fait que ces signes-là ici vont devenir ça. Et là, quand je vais le réécrire dans l'autre sens, ça va avoir de l'allure. Ce que ça veut dire, en gros, finalement, là, ce que ça change principalement, c'est que maintenant, mon crochet ouvert n'est plus du même côté que dans les exemples précédents parce que j'ai divisé par un négatif. J'ai donc que mon x est entre 150 exclu, là, j'ai réussi à le faire pas dans le bon sens, juste en vous le disant, et 160 inclus. Donc, c'est comme ça qu'on peut résoudre une équation. Et plus tard, je vous ferai un exemple de comment on peut dessiner le graphique dans une autre section. Donc, voilà pour la section 4. La vidéo est assez longue. Je m'arrête là.